Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernière vidéo de l'année pour moi. Je pars en vacances ce soir. Donc, dernière vidéo. Aujourd'hui, on fait le point. Est-ce que c'est déjà la fin pour le Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin a tapé son point haut? Et est-ce que les 100 000 $, c'était le point haut de ce cycle? On va parler un petit peu quand même de tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va essayer de prendre un maximum de recul. On va principalement traiter donc, du Bitcoin et tout simplement en fait, des différents principaux scénarios qu'il faut aujourd'hui avoir en tête et donc stratégies qui vont en découler. On va également parler un petit peu des altcoins. Il y a eu un début de signal et au final le signal il n'est pas si clair que ça. Donc pour l'instant honnêtement c'est pas très folichon au niveau des alts et on va également voir un petit peu tout ça et on va parler notamment de prise de profit. Il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que il y a toujours beaucoup de personnes qui vont prendre des profits dès qu'on va être sur des niveaux d'intérêt après des très fortes hausses. Et il faut être capable de vraiment surveiller ces différentes ventes parce que très souvent elles sont annonciatrices de correction, pas forcément de fin de cycle, mais à minima de correction. Et j'en parlerai justement en troisième partie de la vidéo. On commence à avoir des ventes colossales qui commencent à apparaître, notamment de beaucoup d'investisseurs qui ont investi depuis environ une année. Et donc je pense que c'est important de prendre tout ça en compte et de comprendre également comment est-ce qu'une dynamique haussière se construit et qu'est-ce qui fait qu'une dynamique haussière également s'essouffle. Et ça, on le remarque systématiquement lorsqu'on regarde les différents indicateurs fondamentaux. Donc on parlera un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, petit rituel. Donc je rappelle pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'en ont pas encore entendu parler, donc j'ai réouvert les portes pour mon fonds d'investissement. Donc on a quasiment terminé la période de collecte. On va laisser passer les fêtes de fin d'année et on va lancer la stratégie du fonds à partir du début d'année, du début janvier. Donc début janvier, on va commencer à appliquer la stratégie et ça permet en fait tout simplement d'avoir une fenêtre d'entrée qui est quasiment optimale. Parce que le gros problème d'un fonds d'investissement, c'est que lorsque vous rentrez dans un fonds, vous rentrez dans une stratégie qui est déjà lancée et la stratégie ne sera pas adaptée à vous. Ça veut dire que s'il y a de la plus-value latente, on peut largement se permettre d'avoir un petit peu de correction, de se prendre moins 10, moins 15, moins 20% parfois, parce que tout simplement, on a fait 100% l'année dernière et donc on peut se permettre un petit peu de volatilité. Le problème, c'est que si on rentre mal dans un fonds, et le timing en général, il est quand même super important, on peut rentrer sans aucune plus-value latente et se prendre tout de suite une baisse, ce qui ne change absolument en rien au fait que la stratégie est peut-être très bonne, mais le timing peut être parfois mauvais. Et donc le gros avantage de rentrer sur un fonds qui est en train de se lancer et donc sur une stratégie qui est certes déjà lancée mais qui va s'adapter à tous les nouveaux investisseurs, c'est qu'on a un timing d'entrée qui est pas trop mal. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment adapter notre stratégie pour le lancement du fonds parce qu'on va bien évidemment prendre en considération qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints maintenant. Donc, c'est une aubaine. On a également lancé notre site. J'ai mis de toute façon tous les liens en description, également le mail si vous êtes intéressé. Je rappelle également que j'ai des lettres d'investissement, une gratuite et une qui est payante, qui est compris dans ma communauté privée également. Inscrivez-vous, donc la dernière elle est partie aujourd'hui même pour le coup parce que j'ai tout bouclé avant de partir en vacances. Donc lettres où je vais pour le coup donner encore beaucoup plus d'informations que ce que je peux être amené à donner dans mes vidéos YouTube et notamment en matière d'investissement et de ce que je fais de manière un petit peu plus précise. Allez, on attaque la vidéo, on commence avec le Bitcoin. Donc on va un tout petit peu plus dézoomer. On va se mettre sur du weekly. On se met en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, grosso modo, on est toujours dans une structure qui est fortement haussière. On est au-dessus de l'ensemble des moyennes mobiles et notamment les moyennes mobiles de court terme qui sont le MA13 et le MA25. On a un RSI qui reste au-dessus de la zone des 70, mais on le voit tout de suite. Vous voyez que
le RSI n'est pas vraiment allé chercher pour le coup, pour l'instant en tout cas, des niveaux vraiment d'excès. Moi, les niveaux que je surveille absolument au niveau du RSI, c'est les niveaux des 85 et des 90. Parce que dès l'instant où on va commencer à être sur ces niveaux-là, ça va être vraiment significatif qu'on commence vraiment à être sur des niveaux d'excès. Et ce qui est assez intéressant, et c'est notamment ce que je développe dans la lettre que j'ai envoyée aujourd'hui, c'est cette fameuse notion de super cycle. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Un super cycle, ce serait un cycle plus long. Alors, dans le mot super, en fait, très souvent, on a tendance à se dire « ouais, c'est génial, en fait, on va gagner plein d'argent ». Je ne sais pas si on va particulièrement gagner plus d'argent dans un super cycle que dans un cycle beaucoup plus court parce qu'il va être beaucoup plus explosif. Surtout quand on fait de la gestion active. Quand on fait de la gestion active, je ne suis pas certain que le super cycle soit si intéressant que ça ou en tout cas soit mieux dans le sens où on va mettre plus de temps à gagner beaucoup plus d'argent alors que sur des cycles plus courts, eh ben, en fait, on va se faire beaucoup d'argent très rapidement. Et après, vu qu'on est sur une gestion active, on va encaisser, on va se protéger des phases de correction pour pouvoir ensuite se repositionner. Sur un super cycle, en général, il faut la jouer à beaucoup plus long terme. Donc, ça veut dire un peu moins d'arbitrage. Et donc, ça prendra quand même plus de temps pour aller chercher vraiment des très très bonnes performances. Encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Mais en tout cas, super cycle, il ne faut pas forcément se dire qu'on va gagner infiniment plus d'argent. Non, ce n'est pas vraiment le cas, de mon point de vue en tout cas. Par contre, c'est vraiment une tendance qui va se construire et qui est beaucoup plus propice pour ceux qui font du hold. Parce qu'effectivement, sur un super cycle, ça veut dire moins de phases d'excès, moins de phases de correction, et donc c'est plus facilement supportable pour ceux qui font du hold. Donc faites attention avec le mot super, ce n'est pas pour autant mieux en fait, hein. Ça dépend vraiment de votre stratégie. Moi honnêtement, je m'en contrefiche. Qu'on ait un cycle court ou un cycle beaucoup plus long, en réalité je m'adapte. Voilà. Mais par contre, si on fait du hold, en général, on est beaucoup plus en faveur d'un cycle plus long, donc d'un fameux super cycle, parce que c'est là où ce sera un petit peu moins les montagnes russes et on pourra avoir un portefeuille qui va croître sans avoir des années complètes de bear market par exemple. Bref. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, je cherche mon petit crayon, je l'ai carrément perdu. On a un RSI qui n'est pas du tout sur des niveaux d'excès. Et c'est intéressant quand même de voir que notamment lors du dernier gros bull market, on était mais tout le temps largement au-dessus des 70, voire au-dessus des 80 la plupart du temps. Donc déjà en fait on voit au niveau des indicateurs qu'on est beaucoup moins sur des niveaux d'excès qu'on a pu l'être par le passé. Et ça c'est caractéristique de ce qu'on a en fait depuis 2023 avec des impulsions haussières, des phases de stabilisation, des impulsions haussières, des phases de stabilisation, une nouvelle impulsion haussière et déjà une petite structure de stabilisation. Petite pour l'instant, peut-être qu'elle sera bien plus importante. Ça pour le coup, pour l'instant on n'en sait encore absolument rien et ça va justement faire partie de l'analyse que je vais faire après. Donc honnêtement pour l'instant, au niveau du weekly de mon point de vue, on est vraiment sur une structure qui est vraiment haussière, mais on est encore loin d'être sur des niveaux d'excès. Si on zoome un petit peu plus, qu'on se met en 3D, donc sur le 3 jours, on a commencé à avoir des premières phases de correction. Et notamment ça, on le voit avec le fait qu'on est déjà venu tester à 2 reprises notre fameuse EMA13. Je rappelle que dans une dynamique haussière, l'EMA13 n'est jamais cassé par le bas. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui va être capable de définir la tendance de court terme. Voilà. Donc, tant qu'on reste au-dessus, on reste sur une dynamique très impulsive et très haussière. Dès l'instant où on va commencer à rester longtemps sur cette zone, voire à rester en dessous, c'est le signe d'un essoufflement de la tendance et donc à minima d'une correction, pas forcément très très grande, et surtout d'une consolidation. Et là, honnêtement, il faut faire attention parce que c'est déjà ce qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire qu'on est venu tester 2 fois ce niveau. Pour l'instant, il tient. Malgré la baisse qu'on a eue hier, pour l'instant, on clôture largement au-dessus. Même si la clôture, en fait, notamment du 3 jours, ne sera faite que dans un jour et demi. Mais par contre, ne serait-ce qu'au niveau des bandes de Bollinger, on commence déjà à avoir un début de contraction. Ce qui n'est pas vraiment une caractéristique, j'ai envie de dire, d'une dynamique très haussière où en général, c'est tellement impulsif que les bandes de Bollinger, elles n'ont même pas le temps en fait de se contracter. Oui, elles vont se rapprocher parfois un tout petit peu, mais ça va repartir assez rapidement. Et donc ça, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Surtout faire attention si on a des attentes de court terme qui sont peut-être un petit peu trop importantes. Voilà.
Si on zoome maintenant encore un petit peu plus, notamment on va se mettre en daily. En daily, on commence à avoir une structure qui est relativement claire, qui se forme, qui est un canal ascendant. Donc pour le coup, c'est une structure haussière où on va continuer de faire des nouveaux plus hauts, mais on va former un canal, on va faire des petits nouveaux plus hauts et après on va se refaire encore rejeter avec des corrections. Et c'est ça qui forme justement ce type de structure. Ce type de structure, ce n'est pas une structure particulièrement très haussière. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. En général, des structures très haussières, c'est l'inverse. C'est un canal descendant, ce qu'on peut également appeler un bull flag ou un drapeau haussier en français, mais j'aime pas trop le terme en français qui est très très peu employé. C'est plutôt un bull flag. Donc le bull flag, c'est surtout un canal ascendant, descendant pardon, où après une très très forte hausse, on va un petit peu corriger. Et après, boum, ça repart à la hausse. Là, on a l'inverse. Ce n'est pas pour autant un signal plus positif et ce n'est pas pour autant un signal de dire on a une énorme tendance haussière, donc c'est à cause de ça qu'on a un canal qui est ascendant. Ce n'est pas toujours comme ça. Et statistiquement, en tout cas, d'un point de vue vraiment de l'analyse technique, ce genre de structure a plus de chances d'être cassé par le bas que par le haut. Après, je rappelle que ce ne sont que des statistiques. Mais en général, il faut toujours jouer les statistiques. Et donc, de mon point de vue, il faut absolument avoir un scénario baissier de cassure en tête. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen d'être surpris par le marché et de se faire complètement laminer s'il n'y en a qu'un seul scénario qui est toujours le même, haussier, haussier, haussier. Donc, pour l'instant, le canal est parfaitement défendu. Hier, donc vendredi, on a eu une tentative d'attaque qui, pour l'instant, a été complètement rejetée. Et on le voit en zoomant, on a complètement clôturé au-dessus du canal en daily. Et pour l'instant, on a encore un petit niveau ici à venir chercher qui est la zone symbolique des 100 000. Et en plus, on a nos moyennes mobiles également qui sont en plein dessus. Donc ça, c'est un autre niveau. Donc là, pour l'instant, de mon point de vue, on a deux scénarios. Soit les vendeurs refont une tentative. Donc ça veut dire on revient tester, au moins je pense qu'on va revenir tester la zone des 100 000. Et on va refaire une tentative de percée baissière. Soit on va de nouveau se faire rejeter, peut-être on aura encore une petite mèche, et là honnêtement ça va commencer à sentir quand même plutôt bon pour les acheteurs. Soit par contre les vendeurs arrivent à reprendre la main avec une première percée, un petit pullback peut-être, et après boum, de nouveau une accélération baissière. Pour être honnête, les deux scénarios de mon point de vue doivent absolument être mis sur la table. Là c'est un petit peu piégeux ce qu'on a en ce moment parce qu'on a eu une première attaque. Là, on peut se dire, c'est bon, ça a été défendu, donc c'est reparti en mode bull market. Moi, je serais un peu plus mesuré par rapport à ça. Je ferai quand même assez attention et j'attendrai quand même plus de confirmation. Au niveau du RSI, en tout cas, on est revenu pile poil chercher la zone des 50. Donc, de mon point de vue, si on veut quand même rester dans une dynamique qui est relativement haussière, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait beaucoup plus d'attaques baissières et qu'on aille beaucoup plus bas. Voilà. Sinon, ça va commencer à être un peu mauvais sur du court terme et ça va sous-entendre un scénario beaucoup plus baissier avec deux niveaux de support majeurs qu'il faudra surveiller. Le premier, le plus probable, qui va être cette zone ici. Donc la zone grosso modo des 86-87 000 $. En gros, en fait, on revient chercher sous ce niveau-là. Donc on va venir chercher tout sous toute cette zone en fait ici qui a été construite. Là, il doit y avoir une énorme poche de liquidité à venir chercher. Et donc, ça va venir un peu tout chercher, faire le ménage. On parle de corrections qui peuvent être très puissantes, très rapides et avec normalement des réactions également très très violentes de la part des acheteurs parce que ce niveau-là serait un niveau d'achat vraiment mais monstrueux pour tous ceux qui veulent se positionner sur le Bitcoin. Sur un scénario un petit peu plus baissier, probablement alimenté par un contexte global et notamment des marchés financiers qui accéléreraient à la baisse. Sinon, je ne vois pas du tout comment est-ce qu'on pourrait venir chercher ces niveaux-là. C'est possible, mais hautement peu probable, d'aller jusqu'à cette zone-là et notamment les deux moyennes mobiles qu'on va avoir ici, la zone des 76 000 $. Encore une fois, c'est toujours important en fait d'être prêt à tous les scénarios. Ce n'est pas parce qu'on parle de ça qu'on pense que ça va se produire. Et encore une fois, même j'ai envie de dire, même si on le pense, encore une fois, on s'en contrefout. Parce qu'on ne fait pas de l'investissement et encore moins de la gestion active et encore moins du trading parce qu'on pense qu'il va se passer ça. Non, on a juste des stratégies, on exécute et basta.
Et le reste, on s'en contrefiche en fait de savoir ah ben tiens j'ai eu tort, ah ben tiens j'ai eu raison. Ça honnêtement, on s'en fout royalement. Ça c'est bien pour satisfaire son ego, mais en réalité, ça ne sert strictement à rien. Donc ce n'est pas le fait d'en parler, parce que je vois venir certains qui vont dire ah mais ça y est, il y a Alex de Contips qui commence à parler de correction à 85 000, voire encore plus bas. Le mec il est passé bearish et tout ce que vous voulez. Bon, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste le fait que moi pour le coup je ne serais pas surpris et je saurais quoi faire si jamais on a un scénario plus baissier qui se met en place. Parce qu'encore une fois, on ne peut jamais mettre de côté ce genre de scénario-là. C'est juste le meilleur moyen pour se retrouver complètement surpris, tétanisé, à ne pas savoir quoi faire si ce genre de scénario venait à apparaître. Voilà. Donc, de mon point de vue, soit on a vraiment fait une belle correction, on est revenu tester ici la zone de neutralité au niveau du RSI 50, on n'ira pas forcément beaucoup plus bas, peut-être encore quelques petites mèches pour un tout petit peu faire encore peur le marché, mais grosso modo, on va tenir ce canal. Et dans ce cas-là, c'est largement possible de revenir au moins tester la zone des 110, ce qui ne correspond pas du tout à un signal d'achat. Encore une fois, la particularité de ce type de structure, c'est qu'elles sont extrêmement piégeuses. Pourquoi? Parce qu'on va systématiquement faire des nouveaux plus hauts sans que ça déclenche de réels signaux. Et là, honnêtement, pour être honnête, là, on a eu quand même un début de signal, notamment avec une cassure des bandes de Bollinger et qui s'est avéré être de nouveau, au final, un faux départ et on s'est rapidement fait rejeter. Et ce qui a, de mon point de vue, vraiment validé ce canal. Donc là, ça se tentait, hein. Je ne dis pas que ça ne se tentait pas, loin de là, mais en tout cas, on a eu un beau petit piège et ça peut continuer comme ça. On peut aller chercher la zone des 110 sans aller beaucoup plus haut et se reprendre encore après de nouveau une correction. Donc il faut quand même faire attention parce que là, on peut y perdre ses plumes dans ces phases-là. Il faut être capable de préserver le plus gros du capital qui a été accumulé sur cette phase haussière dans cette phase-là. Et très souvent, ne l'oubliez pas, ces phases impulsives ne durent que quelques jours. Ensuite, le reste du temps, on n'a que du bruit, on n'a plus rien en fait. On a juste de la consolidation et c'est là où pour le coup, on va se faire cramer et on va perdre beaucoup de capital. Et parfois, et même les personnes qui sont inexpérimentées, vont perdre plus d'argent là-dedans que ce qu'ils ont gagné ici. Et c'est pour ça en fait qu'on peut se retrouver avec beaucoup de personnes qui dans un marché haussier ne gagnent pas d'argent. C'est parce que tout simplement, ils en gagnent au début. Ensuite, ils pensent que ça va de suite repartir. Ils n'ont pas cette capacité à prendre du recul et à se dire que non, ça va quand même prendre maintenant un petit peu de temps pour avoir une deuxième vague. Et ils vont tout de suite se précipiter et ils vont se faire avoir. Et si jamais en plus ils prennent un risque qui est démesuré, je ne parle même pas des alts, c'est juste le meilleur moyen en fait pour aller se faire cramer des comptes et se faire liquider alors qu'on est en bull market. Donc ça, pour ceux qui font de la gestion active, c'est plus compliqué à gérer. Par rapport à un marché qui est ultra directionnel, comme je vous le disais auparavant au début de la vidéo, honnêtement, si on fait de la gestion active, en fait, un marché qui est explosif avec des grosses paraboles, c'est le paradis. Parce que c'est vraiment simple, c'est hyper facile à trader. C'est facile en fait pour aller prendre ses profits et ensuite pour se repositionner plus bas. Un marché qui va beaucoup plus construire une dynamique haussière, ça va être plus compliqué parce qu'il y aura beaucoup plus de consolidation, beaucoup plus de petites corrections comme ce qu'on est en train d'avoir. Et donc c'est pour ça que je vous disais que Super Six, ça ne correspond pas toujours forcément à quelque chose de bon en fonction de votre stratégie. Et ça, il faut absolument en avoir conscience. Donc voilà, maintenant par rapport au scénario plus haussier, donc si on a vraiment une cassure de ce canal à la hausse, moi j'ai toujours pour le coup mes targets qui restent inchangés pour l'instant. Voilà. J'estime qu'on n'a pas suffisamment corrigé ni consolidé pour éventuellement remonter mes cibles. De mon point de vue, la zone des 128, ça reste une zone de vente, surtout si on repart dans quelques semaines à la hausse. De mon point de vue, on n'aura pas suffisamment stabilisé et ce sera vraiment des premiers niveaux de vente. Et ensuite, encore une fois, plus ça monte, plus je vends. Voilà, là, pour le coup, ça ne changera pas. Par contre, je ne vous cache pas que je ne serai pas forcément contre une correction pour venir chercher dans la zone des 85 parce que je sais que celle-là, elle fera mal en fait. Si on va ici, elle va faire extrêmement mal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état de confiance accru. Ça veut dire qu'ils sont persuadés que ça ne peut aller que plus haut. Et il faut faire attention dans cet état-là parce qu'on a souvent tendance à minimiser les scénarios baissiers. Et dès qu'ils se produisent, en général, on ne sait plus trop quoi faire et on va commencer à douter et à perdre confiance.
Et c'est là où on peut être amené à faire beaucoup d'erreurs. Donc honnêtement, je me dis que le scénario qui pourrait faire le plus mal, ce serait celui de chercher une correction un petit peu plus importante avec un marché qui va beaucoup plus consolider pendant encore peut-être 1 mois, 2 mois et ne va repartir que bien plus tard. Et je pense que celui-là, il va pouvoir faire un petit peu plus mal. Et il est également totalement probable dans le scénario on a beaucoup anticipé, le marché a beaucoup anticipé par rapport à l'arrivée de Trump au pouvoir. Il y a énormément d'attentes. En général, l'être humain, il va toujours surestimer. C'est assez rare qu'il sous-estime les choses. C'est très rare que, notamment venant d'un politique, on a des bonnes surprises et qu'il fasse même plus que ce qui a été attendu de ce qu'il fasse. En général, c'est souvent l'inverse. On a beaucoup d'attentes et en fait, dans la réalité, il se passe beaucoup moins de choses. Et donc, ce qui pourrait très bien se passer, c'est ça. C'est-à-dire que le marché anticipe énormément. Ça se positionne énormément en mode quand il y aura Trump, ce sera la folie. Il y aura tout qui sera haussier. Tout va être déréglementé. Il y aura un cadre légal et les cryptos, ça va exploser en fait de partout. On a beaucoup d'attentes par rapport à ça, par rapport à une réserve stratégique de Bitcoin. Imaginez une seule seconde qu'en fait, une fois au pouvoir, il se rend compte que bon, la réserve stratégique, c'est pas aussi simple que ça de la mettre en place. Qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, même peut-être dans son parti. Et qu'en réalité, il temporise, ne serait-ce que temporiser un petit peu les choses. Tout de suite, ça va provoquer des déceptions. Et tout ça, ça peut alimenter des mouvements baissiers. Parce que encore une fois, qui dit exagération, qui dit suranticipation, qui dit trop d'anticipation, dit à un moment donné correction. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et honnêtement, n'oublions pas quand même que Trump, c'est un politique. N'oublions quand même pas ça. Et que c'est extrêmement rare que des politiques fassent plus, voire fassent tout ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Voilà. En général, il y a toujours une différence entre ce qu'on dit et le réel. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Et moi, honnêtement, je ne serais vraiment pas surpris que janvier-février ne soit pas particulièrement haussier parce que peut-être qu'il y aura un retour à la réalité. Voilà. Donc, n'oublions pas quand même tout ça. Même si, encore une fois, moi, je ne ferai que trader et qu'appliquer ma stratégie en fonction de qu'est-ce que les signaux me donnent. Donc, en matière de stratégie, quand on est dans une structure comme ça, de mon point de vue, il faut être capable d'alléger son portefeuille parce que tout simplement, il faut se protéger d'un scénario baissier. Si on a une correction, il nous faut de la liquidité pour être capable d'en profiter. Donc, de mon point de vue, la stratégie, elle est relativement simple. Limiter au maximum les mouvements dans cette structure-là. Donc moi, pour le coup, j'ai allégé mon portefeuille et ce sont des signaux que j'ai envoyés dans ma communauté privée. Et ensuite, soit recharger lorsqu'on va être sur des niveaux de support d'intérêt, soit rentrer, ce qui nous reste encore en liquidité, sur des réelles confirmations avec des vraies cassures. Voilà. Et pas juste des petits plus hauts, des vraies cassures pour aller jouer, pour le coup, les prochains niveaux haussiers. Attention à ne pas tomber dans le panneau non plus des permabères qui, à chaque fois qu'on va avoir des structures comme ça, vont nous dire « Oh mon Dieu, il y a une divergence, donc ça y est, on a atteint le top, donc je vends tout pour acheter plus bas. » Ça, c'est vraiment l'erreur à ne surtout pas faire. Parce que beaucoup, je sais, beaucoup vont être tentés de le faire. Parce qu'ils vont vouloir absolument protéger leur plus-value et ils ne vont pas supporter d'avoir des phases baissières. Avec l'expérience, vous le verrez, il faut toujours accepter de la volatilité parce que les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Donc moi, c'est pour ça que je ne vais certainement pas sortir complètement du marché. Je vais toujours rester exposé à minima. Tant qu'on est dans une tendance de fond qui reste haussière, il faut être à minima exposé de mon point de vue à 50%. De 50 à 75% par rapport, on va dire, à sa capacité à pouvoir résister dans des phases baissières. Parce que je sais que parfois, c'est un peu compliqué si on est un peu trop exposé. Donc, dans ce cas-là, être un peu plus léger jusqu'à 50% par exemple. Et comme ça, voilà, s'il y a une correction, on a de la liquidité pour pouvoir en profiter. Et si ça repart à la hausse violemment, on n'est pas trop surpris. On est quand même correctement exposé. Et ce ne sera pas trop difficile après de pouvoir s'exposer sur un breakout. Si on sort complètement du marché, qu'on attend un breakout, mais qu'en fait c'est un faux breakout, parce que ça encore une fois, ça peut arriver, et bien là on se repositionne avec 100% du capital, boum, on se prend une correction, on se prend une grosse perte. Voilà. Et au final, en fait, on se prend une grosse perte, ça se trouve on va être dégoûté, en fait le marché il aura juste donné
un tout petit piège. Après, il va repartir à la hausse. Là, vous vous direz non, cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Et puis, boum, ça part et vous n'êtes pas dedans. Et ça, honnêtement, je vous le dis, ça arrive tout le temps. Mais tout le temps, ça arrive. C'est quand même relativement rare les fois où on va avoir tout le temps raison et où on va tout alléger et avoir effectivement cette phase de correction. Ça peut arriver, hein, bien évidemment, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais honnêtement, c'est relativement rare. Et de mon point de vue, je pense que c'est quand même assez prématuré de commencer à parler de top de marché et de fin de cycle aujourd'hui, sachant qu'on n'a même pas eu de vraie phase d'excès et qu'on l'a vu au niveau des différents indicateurs. Honnêtement, on en est encore loin. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que, en tout cas, moi, je gère aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc, je regarde un petit peu mes notes. Faites également attention à tout ce qui est rebond de court terme, notamment sur les altcoins. Alors, sur le Bitcoin, pour l'instant, honnêtement, on n'a pas encore réellement eu de signaux baissiers. Mais par contre, sur des alts, on a eu des corrections colossales de 40-50% en l'espace de quelques jours. Elles ont bien évidemment eu des excès baissiers. Il va y avoir des rebonds. Attention à ne pas se faire piéger sur ces phases de rebond. Voilà. Mais ça, j'en parlerai justement quand on va parler des alts, c'est-à-dire tout de suite. Alors, les alts, on va regarder principalement les indices. Donc, le Total 3. Total 3 versus BTC. Alors, il nous avait donné un signal, franchement, qui était pas mal. Notamment là, si on se met en 3D. Il nous avait quand même donné un signal qui était vraiment pas mal avec une cassure de notre range par le haut, une stabilisation quand même sur plusieurs jours au-dessus de l'ensemble de nos moyennes mobiles. Et au final, boum, grosse correction. On est revenu quasiment tester le bas du canal. Donc, on a quand même fait une sacrée correction, hein. Là, si on regarde en termes de pourcentage, on est quand même sur quasiment 25% de baisse par rapport au Bitcoin. Donc, c'est là où vous vous rendez compte que le Bitcoin n'a pas beaucoup baissé. Par contre, les alts, elles ont eu des baisses colossales. Et donc ça, encore une fois, c'est un nouveau signal pour vous dire attention avec les alts. Parce que les alts ont, certes, elles ont cette capacité à pouvoir beaucoup performer. Mais il y en a énormément qui ne vont pas beaucoup performer. Et qui, par contre, dès qu'il y aura des phases de correction, elles vont se faire éclater. Et il y a énormément d'altcoins qui ont quasiment retracé tout leur mouvement haussier. Ce qui prouve encore une fois de plus leur inefficacité dans un portefeuille. Parce que le Bitcoin reste largement beaucoup plus intéressant que la plupart des altcoins. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Donc pour l'instant, moi je trouve qu'on reste quand même sur des niveaux quand même d'excès en termes de correction, mais peut-être justifié parce qu'il y avait peut-être beaucoup trop de confiance par rapport aux altcoins. Et donc là, ça a permis quand même de vraiment faire un bon petit ménage au niveau des alts et sûrement également au niveau de l'effet de levier. Là, honnêtement, maintenant, il y a deux choses à surveiller. Soit on reste en fait dans cette phase de range, on n'arrive pas à rebreaker la zone ici. Et dans ce cas-là, ça voudra quand même dire qu'au niveau des alts, il va falloir se calmer un petit peu. Soit pour le coup, on a un Bitcoin qui peut-être va continuer encore à stabiliser et des alts qui vont être capables de repartir. Honnêtement, c'est quand même pas trop dégueu pour l'instant. Certes, on a eu un retracement un peu puissant, mais honnêtement, le RSI reste pile poil à 50. Là, on a eu une belle première réaction. Il faudra quand même qu'on revienne au-dessus pour stabiliser et après qu'on reparte à l'os. Mais en tout cas, voilà, je ne dirais pas que c'est game over encore pour les alts. Mais par contre, on a eu un premier faux départ. Ça, il faut le dire. Voilà. Il y a clairement eu un premier faux départ. Donc, prudence encore une fois par rapport aux alts. Moi, j'avais activé une stratégie alt que j'ai désactivée il y a plusieurs jours de cela, quand j'ai commencé déjà à avoir des signaux un petit peu de danger par rapport aux alts, et notamment sur les principales alts. Il suffit en fait de regarder l'Ether. L'Ether en daily, il avait commencé à quand même donner des gros signaux, notamment ici avec un double top. J'en avais justement parlé, et c'était justement pour cette raison-là que j'avais allégé une première fois mon portefeuille. Quand j'ai commencé à avoir une structure ici, notamment sur les alts, où ça commençait à sentir quand même au moins le top temporaire du marché pour à minima se prendre une petite correction. Parce que ici, on a quand même un gros niveau de résistance sur l'Ether, gros niveau de résistance historique, hein, même pour le coup si on revient très très loin. Voilà, c'était vraiment un gros niveau. Et pour l'instant, voilà, petite correction, un petit peu excessif quand même, hein, parce que là on parle quand même d'une correction de 25%, hein, donc c'est quand même pas mal. Et ce en l'espace d'à peine 3 jours. Mais voilà, ça commence déjà à réagir. Donc honnêtement,
je trouve que c'est pas mal. On a quand même des choses qui sont pas trop mal, même par rapport à l'Ether, même s'il y a encore beaucoup de boulot, et notamment ETH BTC, où franchement, il y a encore beaucoup de travail. ETH BTC, il y a encore vraiment beaucoup de travail. On reste toujours voilà, dans cette phase, dans cette structure ici, voilà, de consolidation entre le niveau de support qui pour l'instant il tient, et de nouveau il y a eu une belle réaction, et un niveau de résistance également qui tient également. Hein. Les 0.04, ils tiennent énormément pour l'instant en matière de résistance. Et donc, ce qu'il va falloir quand même surveiller par rapport à l'Ether, c'est cette capacité à pouvoir aller venir au moins breaker ce niveau pour aller chercher la prochaine zone qui est ici et l'autre qui pour le coup va être plutôt vers là. Donc, il y a encore un sacré boulot et on reste quand même dans un canal baissier. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Il y en a d'autres quand même qui ont donné des signaux un petit peu moins intéressants. Notamment le sol. Le sol qui a commencé à breaker. Alors attention quand même parce qu'on est sur 5 semaines de baisse consécutive. Ça commence à faire beaucoup. Mais on a quand même fait pour le coup un début de breakout. Peut-être que c'est un piège ou peut-être pas. Il y en a d'autres par exemple comme le BNB qui ont fait un break. Pour l'instant honnêtement le break il est plus que validé parce qu'on n'arrive pas du tout à reprendre une quelconque dynamique haussière. On n'est même pas été capable de revenir réintégrer le range ici. Donc, prudence quand même pour le coup avec le sol. Honnêtement, hein, si je devais jouer un coup spéculatif sur les alts, pour l'instant, je serais quand même un petit peu plus en faveur maintenant de l'Ether que du sol. Et je n'ai pas toujours eu cet avis. Encore une fois, il évolue en fonction de l'évolution de la configuration technique. Là, le sol a quand même montré des signes de faiblesse assez importants. Et encore une fois, le sol a eu une très très grosse année 2024 et 2023. Il a beaucoup stabilisé. Il a quand même fait un breakout baissier par rapport à l'Ether qui lui a quand même énormément baissé. Je tends quand même à me dire que peut-être que sur l'Ether, on a quand même un potentiel de hausse et de surperformance à aller chercher par rapport au Bitcoin qui pourrait être plus important. Voilà. Je parle uniquement vraiment des grandes capitalisations et pas ensuite des mid-cap ou des small-cap, bien évidemment. Donc, par rapport ensuite, si on compare le Total 3 versus l'Ether, ben, clairement l'Ether est à la ramasse. Hein. Donc, pour l'instant, vraiment, les alts sont clairement beaucoup plus intéressantes que l'Ether. Mais moi, ça ne m'importe peu parce que moi, j'ai une stratégie indicielle. Donc, oui, j'ai de l'Ether, mais j'ai aussi beaucoup d'alts. Voilà. Donc, en l'occurrence, ça ne me dérange pas particulièrement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alts qui performent très, très bien. On pourrait prendre par exemple l'exemple de SUI qui fait partie en fait de mon indice. Et qui performe très très bien depuis maintenant plusieurs mois et qui reste vraiment dans une dynamique très haussière. Donc il y a des alts effectivement qui restent dans des belles dynamiques. Hein. On peut prendre également une que j'ai partagée dans ma communauté privée parce que j'ai également un indice alt que là je ne partagerai pas, hein, qui est vraiment privé. Mais j'ai par exemple du Etana dedans et Etana également il performe très très bien. Donc il y a bien évidemment des alts qui sont dans des bonnes configurations qui surperforme largement le Bitcoin. Mais là, il faut vraiment plus aller chercher sur du crypto picking, j'ai envie de dire. Et si on la joue un petit peu trop en mode indice, de manière globale, les alts ne font pas grand-chose. Il faut vraiment aller choisir vraiment crypto par crypto. Là, il y a effectivement quand même des choses qui sont assez intéressantes à aller chercher. Donc, au niveau des alts, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire c'est bon, c'est mort. Je pense qu'il faut garder un pied dedans. Maintenant, attention, pour l'instant, on a eu un faux départ. Il faut prendre note et il faut faire attention parce que si le scénario baissier du Bitcoin se met en place, on a eu les prémices en fait de ce qu'ont fait les alts sur une toute petite baisse du BTC. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'après vous si le Bitcoin nous fait une correction de 15 à 20% sur les niveaux actuels? Où est-ce qu'on va retrouver les alts? Voilà, ça c'est vraiment une question à se poser hein, parce qu'encore une fois, ça reste possible. Ceux qui me disent que c'est impossible, je suis désolé en fait, mais ils se foirent complètement. Une correction sur les niveaux actuels, là, c'est une baisse de quasiment 15%. En ayant vu ce que les alts ont fait, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont au moins se prendre du moins 20 ou du moins 30 à minima. Et je dis bien à minima. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention par rapport aux alts et à pas trop s'exciter non plus pour l'instant, même si je pense qu'il ne faut quand même pas non plus trop paniquer et les sortir trop rapidement non plus. Voilà. Il faut rester relativement mesuré. Maintenant, on va juste parler, et on va finir là-dessus, hein, sur les prises de profit massives. N'oubliez jamais qu'il
il y a beaucoup de personnes qui prennent des profits. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je sais. Ce n'est pas ce qu'on voit parce qu'en général, ceux qui prennent des profits, ils le font de manière discrète. Ils le crient pas en fait sur tous les toits parce qu'ils sont satisfaits de leur performance. Ils ont des plus-values à aller chercher et ils les prennent. Et ils sont contre-foot en fait tout simplement de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de toutes ces personnes qui sont toutes ultra bullish et qui vont vous dire de ne surtout pas vendre. Voilà. Et qui vont vous dire au moindre tout petit premier pullback de buy the dip, buy the dip, buy the dip, comme systématiquement on le voit à chaque fois dès qu'il y a les premières baisses. Je vous rappelle quand même que ce type de comportement, parfois ça fonctionne, parfois on commence à buy the dip sur un marché qui se retourne. Et combien de personnes en 2022 n'ont cessé de faire les marioles en mode buy the dip, acheter les corrections et au final, après quand ils se sont retrouvés mais complètement sous l'eau avec un portefeuille à moins 50%, après on n'entendait plus personne. Voilà. Donc faites quand même attention par rapport à ça. Moi je pense que ce n'est pas une bonne idée de se précipiter à l'achat dès qu'on a une première vague baissière. Il faut faire attention. Il peut toujours y avoir d'autres vagues baissières et la précipitation c'est rarement quelque chose de bénéfique en matière d'investissement. En général, le Bitcoin nous a souvent appris qu'en fait, il passe plus de temps à consolider et à corriger qu'à monter. Donc, dans ce contexte-là, on comprend bien que la précipitation, ça ne sert à rien. Parce que dans tous les cas, le Bitcoin, il passe plus de temps à ne rien faire qu'à exploser et qu'à monter. Donc, ça, il faut bien en avoir conscience et ça doit vraiment et il faut vraiment se le rappeler dès l'instant en fait, qu'on veut se précipiter à faire quelque chose. Et encore plus à se précipiter de suite au rachat. Sauf si ça fait partie d'un plan et qu'on est vraiment sur des niveaux d'achat stratégiques. Dans ce cas-là, bien évidemment, on applique le plan. Mais le plan de juste acheter au moindre mini pullback, je ne suis pas certain en fait que ce soit une si bonne idée que ça. Maintenant, si on regarde les ventes, c'est toujours important de regarder comment les investisseurs réagissent. Là, aujourd'hui, je vous mets plutôt donc ce graphique qui nous montre les profits et les pertes réalisées des LTH qui sont les investisseurs de long terme. Ça veut dire qu'ils détiennent au moins depuis 6 mois leur Bitcoin. Parce que là, on parle que du BTC. On a eu des ventes massives. Là, on le voit ici. On a vraiment eu des ventes très importantes. On a dépassé le 2 milliards de dollars, même 2,1 milliards. On a atteint sur un pic. Donc sur le pic ici, pour le coup, on a atteint 2,1 milliards de dollars. Donc, il y a des prises de profit colossales. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais par contre, l'avantage, c'est que les indicateurs fondamentaux, eux, ils nous montrent le réel. Ils ne nous montrent pas juste la façade, ils nous montrent le réel. Il y a des prises de profit colossales. Nous sommes sur un niveau de vente. Encore une fois, il faut le dire, la zone des 100 000, c'est un niveau de vente. Ce n'est pas particulièrement un niveau d'achat. C'est un niveau vraiment où c'est intéressant de vendre. Et ce qui est intéressant de remarquer, et je détaille tout cela pour le coup dans la lettre que j'ai envoyée aujourd'hui, c'est que c'est notamment les investisseurs qui ont acheté il y a plus ou moins 1 an qui vendent massivement. Deuxième point, si quand même on regarde ce graphique, on se dit à chaque fois qu'il y a quand même des pics de vente, ça ne part pas en mode to the moon, quoi. En général, ça stabilise. À minima, ça stabilise. Et on l'a vu notamment ici. Voilà, pic de vente. Au final, il s'est passé quoi après? Non, c'est pas parti en mode to the moon. On a eu des mois et des mois de consolidation et de stabilisation avant que ça reparte sur une nouvelle phase d'accélération. De la même manière, ici, voilà, premier gros pic, pour le coup, correction. Alors, correction beaucoup plus courte, mais correction quand même. Et après, boum, de nouveau accélération, pic de vente, ça recorrige, ça repart à la hausse, certes, de nouveau pic de vente, et après, on connaît la suite. Donc, à chaque fois qu'il y a quand même des pics, honnêtement, c'est quand même assez rare que le marché y reparte de suite. Voilà. Et donc, honnêtement, c'est pour ça que je pense que c'est important quand même d'amener un peu de prudence dans sa gestion, de ne pas être full exposé sur les niveaux actuels, chargé à mort avec de l'effet de levier, parce que honnêtement, il y a quand même des chances pour qu'on ait une correction, et une correction plus importante que ce qu'on a eu jusqu'à présent, qui de mon point de vue, c'est même pas une correction. Vraiment, c'est une mini correction, c'est rien du tout. C'est un Bitcoin qui perd même pas 10%. On ne peut même pas appeler ça une correction. D'accord? Donc si déjà vous commencez à paniquer et si déjà vous commencez à parler d'une correction colossale, il y a un problème. Parce que honnêtement, ça, c'est pas une correction.
Et quand on va en avoir une vraie, à mon avis, ça risque de faire mal. Donc prudence quand même par rapport à ça. Deuxième chose également, plutôt dans l'idée en fait d'un super cycle. Donc dans l'idée d'un super cycle, on ne va pas vraiment aller chercher des niveaux d'excès. On va tout le temps avoir des phases de hausse suivies de phases de correction pour tout de suite assainir un petit peu le marché et éviter en fait de se retrouver sur des marchés qui vont être beaucoup trop en excès. Il y a une variable à surveiller, plutôt une moyenne mobile, c'est pas une variable, pardon, ou même plutôt une moyenne tout court. C'est même plutôt une moyenne, c'est le realized price et notamment le realized price des investisseurs de court terme. Pour simplifier, c'est le prix moyen d'achat. Le prix moyen d'achat des investisseurs de court terme, ça veut dire ceux qui sont rentrés dans le marché depuis moins de 6 mois. Si on regarde depuis le début de ce cycle haussier, donc depuis le point bas de 2023, le realized price des investisseurs de court terme, il est systématiquement retesté. Il fait très souvent office de niveau de support, même si parfois on le casse un petit peu par le bas. On s'en éloigne jamais vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dès qu'il commence à y avoir vraiment un écartement un peu trop important avec cette moyenne, il y a souvent un retour à la moyenne. Voilà. Donc, encore une fois, dans l'idée d'un super cycle, aujourd'hui, le realized price, il est à 83 000 $. Encore une fois, la zone que je vous ai décrite ici, ce n'est pas un niveau qui est anodin. C'est un gros niveau technique. Voilà. Donc, de mon point de vue, ça ne poserait pas réellement de problème d'avoir une correction sur ce niveau-là. Au contraire, pour être honnête, dans l'idée vraiment de soutenir ce scénario en fait du super cycle. Moi, de mon point de vue, je vous le dis, si par contre ça continue à stabiliser et qu'on a de nouveau une accélération, je pense qu'on n'aura absolument pas de super cycle. Parce qu'on va tout de suite se retrouver sur des niveaux d'excès. Et je pense qu'au niveau du RSI, on va de suite se retrouver dans la zone des 80 et des 85. Et donc, on va retrouver une configuration plus ou moins similaire à ce qu'on a eu par le passé. Ça veut dire des phases explosives qui accélèrent très très fort et ensuite avec des grosses corrections. Donc, la balle maintenant est dans le camp du marché. On va voir un petit peu ce qu'il va nous donner. Moi, encore une fois, comme je l'ai dit, franchement, dans les deux cas, je m'en contrefiche. Qu'on ait un super cycle ou pas, je prendrai ce qu'il y a à prendre. Mais c'est important quand même d'avoir ça en tête et de quand même comprendre que si super cycle il y a, ce sera dans la continuité de ce qu'on a eu depuis le début de l'année 2023. Ça veut dire des phases haussières, certes, mais aussi la plupart du temps de la consolidation et de la correction. Voilà en tout cas un petit peu par rapport à tout ça. Petit juste mot de la fin. Attention à l'excès de confiance. Honnêtement, j'ai commencé à le voir, vraiment des personnes qui sont toujours très confiants. En mode, moi je ne vends pas avant les 150 000 $. Qui vont prendre beaucoup d'effets de levier au niveau des alt parce que c'est bon, c'est la saison des altcoins, donc c'est parti, on peut y aller. Être beaucoup trop bullish pour avoir la capacité à vendre. Voilà. Par exemple, vous voyez que moi j'ai atteint une de mes targets sur le projet Hondo Finance. Voilà. J'ai mon plan, j'ai ma stratégie, je l'applique. Point barre. Je m'en contrefiche en fait de ce que les uns ou les autres peuvent dire, je l'applique tout bêtement. Donc j'avais vendu une première fois ici sur la zone D1, puis une deuxième fois ici sur la zone D2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'était quand même une belle zone de vente, parce que pour le coup, après, on a quand même eu une belle correction, ça a reperdu quand même quasiment 25% de sa valeur. Est-ce que ça va être un point haut? Est-ce que ça va être vraiment un niveau qu'on ne va pas être capable de retrouver par la suite? Probablement pas. En tout cas, c'est encore un peu trop tôt. Sauf que si vous ne commencez pas à vendre, si vous n'apprenez pas à vendre et que vous commencez déjà à être trop cupide, en fait, lorsqu'on va être peut-être sur ce niveau ici, et vous continuerez en fait à avoir cette cupidité. Vous continuerez à vous dire, mais non, je vais certainement pas vendre ici parce que les 10 $, on y est quasiment et moi, je vais tout vendre ici. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. Donc moi, pour le coup, sur Hondo Finance, voilà, j'ai investi le capital que j'ai pu investir durant l'ICO sur ces niveaux-là. J'ai défini toute ma stratégie de sortie. Je sais exactement combien je peux gagner au maximum. Je sais qu'aujourd'hui, je suis totalement sans risque parce que j'ai encaissé 2 fois.
J'ai récupéré plus que ma mise de départ et déjà une très très belle plus-value. Et je continue tout bêtement à appliquer mon plan. Voilà. Et même si demain on va à 20 $, je m'en contrefiche parce que j'ai prévu un plan qui est basé notamment sur le déblocage qu'il va y avoir en 2025, notamment par rapport à la market cap que va atteindre le projet, par rapport à plein de choses. J'estime que déjà, là honnêtement, moi je suis très content de ce que j'ai été amené à faire en termes de performance et en termes de plus-value. Si on va chercher là, c'est du bonus. C'est très bien, ça fera énormément d'argent. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars de TP en fait sur ces deux niveaux-là. Très bien, ce sera de l'argent que je vais prendre et que je vais réinvestir ailleurs. Mais honnêtement, apprenez à vendre. Parce qu'à un moment, on sera sur un top de marché et vous allez agir de la même manière à vous dire « mais non, c'est encore trop tôt, le marché est encore trop bullish, ça va encore aller plus haut ». Et vous allez vous essayer vraiment de vous convaincre de ne pas vendre. Voilà. Et donc, il faut réussir à avoir cette mécanique-là et d'accepter en fait que vous avez prévu un plan. Maintenant, il faut l'accepter et il faut l'exécuter. Voilà. Donc vraiment super important d'exécuter son plan et de ne pas oublier également toutes les raisons qui vous ont poussé à mettre un plan comme ça sur mesure. Un plan qui est travaillé, sur lequel vous avez quand même réfléchi un minimum. C'est un plan normalement avec lequel on est à l'aise et qu'on peut être amené à exécuter. Maintenant, si c'est un plan fait à l'arrache également, ça peut se comprendre qu'on a aussi un petit peu du mal à l'exécuter. En tout cas, voilà, mon plan il est clair. Maintenant, on verra jusqu'où est-ce qu'on ira. Ça se trouve, on n'ira pas jusqu'au 10. Ça se trouve, on n'ira peut-être même pas jusqu'au 5. On va s'arrêter à 4 et après, ça va retomber. Et si on est trop cupide, eh ben, c'est le meilleur moyen en fait pour au final ne pas du tout être capable de vendre dans une phase haussière, mais de se retrouver à vendre dans la panique quand ça va commencer à vraiment se retourner. Et au final, votre niveau de vente et votre niveau moyen de vente, je ne suis pas certain qu'il soit particulièrement meilleur qu'une personne qui a vendu au fur et à mesure que ça monte. Voilà. Et en tout cas, c'est beaucoup plus confortable de vendre quand ça monte que quand c'est en train de fortement baisser. Donc voilà, il faut apprendre à vendre, c'est important. Et il faut déjà commencer à le faire. Ceux qui ne commencent même pas, qui n'ont même pas encore vendu quoi que ce soit, honnêtement, je pense que ça va être compliqué pour vous de cliquer sur un bouton rouge. Parce que franchement, il y a quand même de quoi prendre en matière de plus-value. Je finirai également là-dessus. 2024, ça a été une année très haussière. Au niveau des marchés, de manière globale. Là, je faisais un petit peu le point tout à l'heure par rapport à mon portefeuille financier et par rapport à ma stratégie. Moi, j'ai à peu près une performance de 20% sur l'année 2024. 20%, c'est énorme. Encore une fois, il faut redescendre sur Terre. La performance moyenne en général des marchés, on est plus proche des 10, même légèrement sous les 10, que des 20. Donc, quand on a une année comme 2024 avec quasiment 20% de performance, il faut faire attention. Il faut se dire que ce ne sera pas 20% tous les ans. À un moment donné, il y aura des rattrapages et il y aura des corrections. Donc, prenez vos profits en fait quand il y a des bonnes années. Et également, attention, qui dit 2024 bonne année, dit peut-être prise de profit. Donc faites également attention sur le début d'année prochaine. Il peut y avoir des prises de profit massives parce que tout simplement 2024 aura été une très très bonne année. Encore une fois, il faut accepter, il faut savoir prendre ses profits et il faut avoir cette lucidité en fait d'esprit d'analyser froidement les choses et de se dire que 2024 ça a été quand même une année exceptionnelle en tout point de vue en matière de performance et qu'il faut être capable d'encaisser. Et il ne faut pas juste se dire c'est bon, il y a Trump, ça va continuer. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année également d'avance à tout le monde. Et on se retrouve en début d'année prochaine quand je vais tranquillement rentrer. Donc, mi-janvier par là. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour faire un petit peu le point sur ce qui se sera passé en espérant qu'il ne se passe pas trop de choses durant ces périodes de fête. En tout cas, moi, je serai loin des graphiques, loin des marchés, déconnecté. Et je pense que c'est aussi important de savoir se déconnecter même dans les moments haussiers comme celui-là. Parce que, encore une fois, ceux qui sont tout le temps la tête dans le guidon en permanence, vous allez juste vous fatiguer. Vous allez juste vous fatiguer. Il faut se préserver. Parce que ça se trouve, on est encore sur plusieurs mois et mois et mois de dynamique haussière. Et donc, il faut être capable également de se déconnecter. Bref, allez, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et on se retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.